Merci mon cher Xavier. Alors, je vais ressentir un premier syndrome de l'imposture après avoir parlé, parce que je vais parler après la vraie science. La science politique porte bien son nom. Moi je vais parler sur quelque chose, vous allez voir, de beaucoup plus restreint. Et je vais faire le microscope pour un mot qui a été employé ce matin par Lucien Jaume. Et je suis le dernier à parler dans le temps. Alors précisément, où en sommes-nous avec le temps, comme on demandait à André Gide? Eh bien, nous sommes donc le vendredi 24 juin. Dans le calendrier de la superstition, nous sommes la Saint-Jean, qui a mal fini, puisqu'il a fini un peu décollé. Et nous sommes en vérité le 6 Messidor, en 230, puisqu'il est question de laïcité et de neutralité de l'État et de régénération de l'Église. Nous sommes donc le 6 Messidor en 230 et nous fêtons aujourd'hui le romarin, figurez-vous. Demain le concombre et après-demain l'absinthe. Et la semaine dernière, la carpe, comme M. Dinco et le Rassal y comprendra, c'est un clin d'œil. Et nous fêterons le barbillon dans peu de temps, puisque nous sommes sur les bords de Loire. Bon. Alors pourquoi est-ce que je parle de cela? Parce que c'est fondamental. On est institué dans une culture. Peut-on parler de laïcité tant qu'on est institué dans une culture qui tient au calendrier grégorien? Les révolutionnaires l'avaient compris. Dans leur idée précisément de régénération. Je ne m'appellerai pas Grégoire Bigot si le calendrier révolutionnaire s'appliquait toujours. Je m'appellerai Maximilien ou Liberté ou quelque chose comme ça. J'imagine, je pense que mon nom Bigot aurait changé de sens. Voilà. Donc nous allons retourner suivant la très belle formule d'un auteur que vous goûtez autant que moi, Mona Ozouf. Il faut retourner à l'école de la Révolution, me semble-t-il, et ça va être essentiellement sur cette révolution que vous vous interrogez et réinterrogez une nouvelle fois, et ça sera l'occasion de parler aussi de cet ouvrage, parce que la révolution vit, en tout cas elle ne cesse de nous interroger, et surtout sur cette question lourde, qui est la question des rapports État-Église. Mais c'est à interroger précisément sous un prisme qui est le vôtre, on parlait des deux Lucien Jaume, qui est celui du libéralisme, parce que vous êtes d'abord et avant tout, et vous le resterez, un des grands spécialistes du libéralisme sous ces deux dimensions qui l'ont fondé historiquement, à savoir comme idée et comme réalisation politique. Bon. Le libéralisme, c'est d'abord un idéal philosophique, mais qui vise à produire des effets concrets, ceux du gouvernement de la liberté, comme vous le dites si bien dans cet ouvrage dont on vient de reparler, sur les origines philosophiques du libéralisme. Il est possible, je vous cite, de définir, parce que c'est clair et net, comme tout ce que vous écrivez, il est possible de définir, en peu de mots, ce que furent l'objet et la visée d'ensemble de la pensée libérale jusqu'à aujourd'hui, le gouvernement de la liberté, comme théorie et comme pratique. C'est ce que moi-même, qui subis votre influence, j'ai essayé d'introduire dans l'histoire du droit administratif, dans l'histoire de l'administration, dans l'histoire de l'État, ce qui m'a valu beaucoup d'incompréhension de la part des juristes de droit public qui ont tendance à postuler l'État, évidemment, avant le principe de la liberté. Alors comme théorie, le libéralisme, je ne vais pas y revenir parce que vous êtes 1000 fois plus spécialiste que moi, vous en avez parlé ce matin avec Thomas Hobbes. Le libéralisme, il est élaboré pour l'essentiel sous l'Ancien Régime par des Anglais, par John Locke, on préfère tous, par Thomas Hobbes. Il est récupéré en France par quelqu'un comme Montesquieu. Et puis, j'y reviens, comme réalisation pratico-juridique, parce qu'il faut retomber dans la réalité, 1789, en France, est l'acte de naissance avec ce qu'on appelle à juste titre la révolution. Les révolutionnaires eux-mêmes emploient l'expression révolution avec une majuscule, comme ils emploient l'expression ancien régime avec une majuscule. Eux-mêmes ont conscience donc de leur temporalité, à compter de septembre 1789. Alors la liberté égale la révolution. Bon, alors il ne faut pas me faire dire ce que je ne crois pas, je vais faire mon Olivier Martin. La monarchie qu'on appelle absolue, du fait de la souveraineté sans partage, a été libérale, évidemment. Tous les juristes savent que la légitimité de la monarchie, depuis le Moyen-Âge, c'est l'octroi et la garantie des libertés, qui n'est pas la liberté. Ce sont des libertés, puisque ce sont des libertés de corps, de groupe, mais jamais les libertés individuelles, au sens de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ces novelletés dont les auteurs de l'Ancien Régime avaient horreur. Bon. Si l'individu avant 89 est sujet, c'est précisément parce qu'il est assujetti au sein d'un groupe ou d'une communauté qui se voit octroyer des libertés comme corps.
Les États-provinciaux jouissent de liberté, les communautés jouissent, que ce soit des villes ou des métiers, jouissent de liberté, les ressorts territoriaux jouissent de liberté coutumière, comme l'attestent les coutumes rédigées, qui sont pourtant rédigées sous la surveillance et le contrôle de l'État monarchique. Ce qui veut dire que ce qu'on pourrait appeler l'État, s'il existe sous l'Ancien Régime, n'entend et ne prétend tout instituer du social. D'ailleurs, il n'en avait pas du tout les moyens avant 1789, puisque le pouvoir est le fruit de lentes négociations sur des siècles. Et ce pouvoir, il n'est légitime qu'à la condition qu'il garantit les libertés de ce que nous appellerions aujourd'hui la société civile qui lui préexiste. En fait, l'État rencontre le social dans sa construction. Ça ne sera pas la même chose à partir de 1789 et surtout 1799. Cette société d'Ancien Régime, elle n'est donc pas une et uniformisée. Elle est par exemple, et c'est essentiel, tripartite. L'atteste la façon dont on va précisément convoquer les États généraux et essayer de faire parler la nation. Donc la société d'Ancien Régime, elle est donc consacrée, en vérité inventée, parce que c'est l'Église qui a inventé cette tripartition sociale, suivant le principe de liberté entendue comme des privilèges, du moins pour ce qui concerne les ordres du clergé, et de la noblesse. Bon, alors tout ça, c'est un rappel évident, mais il y a précisément, et néanmoins, et un seul domaine où la tolérance de l'État monarchique rencontre rapidement une limite, c'est celle de son rapport avec la liberté de l'Église. Alors pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'une monarchie si douce, en vérité, une autorité feutrée, devient une autorité dure à l'égard de l'Église? Parce que, et vous le dites très bien dans votre essai, moi j'adore cette idée, je la partage, et d'ailleurs c'est celle que Pierre Legendre développe aussi d'une autre façon dans ses écrits. Pourquoi l'intolérance souvent de l'État à l'égard de l'Église est réciproquement? Parce qu'en l'occurrence, deux États, au sens étymologique et juridique, se trouvent en concurrence. La source des deux pouvoirs est commune et à l'origine indistincte. Et donc avant de parler de séparation évidemment de l'Église et de l'État, il faut comprendre la généalogie de ce schisme. Elle réside dans ce que vous appelez, et nommé à juste titre, le lien ou le nœud originel. En un mot, on ne sépare que ce qui était lié. D'où l'idée de faire, comme vous l'avez fait vous-même, et comme l'avait fait Aristide Briand ou Ernest Laviste en 1905, l'histoire du droit des rapports entre l'Église et l'État depuis les origines. Bon, c'est ce que vous rappelez dans l'Éternel défi dès l'introduction, qui est, de ce point de vue-là, un ouvrage d'histoire du droit. Et donc, moi, je le recommanderais une nouvelle fois, comme je recommande souvent vos essais, je le recommanderais dans cette faculté à mes étudiants d'histoire du droit, parce que c'est la bonne façon de faire de l'histoire du droit. Bon. C'est de la bonne façon de l'histoire du droit, puisque, alors là, il faut que je le répète, je le répéterai à tous les colloques, l'histoire du droit n'est pas l'exposition de faits pour la contemplation nostalgique du passé, c'est l'interprétation de principes afin d'expliciter le présent. L'histoire du droit, comme la science politique, comme toute la science universitaire, quand elle fait de l'histoire, elle cherche à faire de l'histoire génétique. Elle se livre à une interprétation. Bon. Alors, l'Église et le pouvoir monarchique, ce qu'on va appeler par communauté l'État, procèdent, j'insiste sur cette idée, à l'origine par fusion, et parce que vous y incitez vous-même, par fusion ou par duplication. Bon, c'est un fait connu, en effet, Brigitte Bardevant l'a rappelé ce matin, que l'Empire romain ne se maintient dans un premier temps que par l'Église, et qu'elle-même prend appui sur les princes, comme en témoignent précisément les sacres des rois carolingiens. De même que le pape mime l'empereur, le roi va bientôt mimer le pape, comme vous le rappelez dans la première partie de votre essai consacré au moment gallican. Bon, ce mimétisme, qui est à l'origine une alliance, va devenir une concurrence, qu'on connaît très bien dans les facultés de droit, c'est la querelle des deux glaives, on l'a rappelé ce matin, la rivalité musclée de Philippe le Bel et de Boniface VIII. Les deux légitimités de l'Église et de l'État sont concurrentes parce qu'elles puissent à une source commune et unique. Et il est là le problème. C'est le tout pouvoir vient de Dieu, de Paul, de saint Paul. Bon. La querelle de l'imperium en droit n'est que la querelle liée au fait que la souveraineté, originellement, doit être, ou est celle, de Dieu. Le mot souverain est ainsi synonyme de seigneur au sens spirituel et profane. Ça désigne notre Seigneur et puis ça désigne le Seigneur du village d'à côté. Voilà. Ça a le même sens, la même étymologie, l'importance des mots pour désigner et donc entendre les choses. Bon.
Or, au moment où l'empire universel de la vérité pontificale vacille définitivement en Occident, moi je considère que ce sont les guerres de religion, enfin, je ne suis pas le premier ni le dernier, hein, la sacralité du pouvoir monarchique est exaltée, vous le dites très bien, comme par un jeu de vases communicants et à travers elle, celle de l'État. En témoigne l'office religieux du juge chez Domat, vous auriez pu prendre cet exemple, mais vous préférez la sacralité du roi de droit divin chez Bossuet, à juste titre, vos excellents développements sur Bossuet. Et vous citez cette formule de Bossuet, comme en Dieu, vous l'avez redit ce matin, c'est très important de faire, comme en Dieu. Et vous ajoutez, on ne saurait pousser plus loin la logique mimétique, Église, Dieu, État, autorité. L'unité de l'État se coule dans le modèle de l'unité de l'Église. C'est à sa manière ce que l'historien du droit Pierre Legendre avait nommé le désir politique de Dieu. Il a travaillé aussi dans l'autre Bible de l'Occident, aussi, il a beaucoup travaillé ces questions avec l'angle en plus de la psychanalyse. Bon, ce qui rend sa lecture un peu plus difficile, enfin, ne serait-ce que dans le style. Bon. Alors cette alliance-concurrence entre l'État et l'Église, cette alliance-concurrence devient un accord et un compromis, c'est bien ça le gallicanisme, ça devient un accord et un compromis, dès lors que l'unité de l'État devient garante de l'unité de l'Église. L'Église n'arrive plus à assurer son unité, c'est l'État qui va l'assurer à sa place avec une main de fer. Et alors là, avec une main de fer, parce que vous avez raison de le rappeler tout à l'heure, la révocation de l'édit de Nantes, c'est quand même quelque chose d'extrêmement violent. Moi qui habite tout près de Saumur, ça n'a pas été une partie de plaisir, les suites de la révocation de l'édit de Nantes. Il y a beaucoup de protestants, évidemment. À Nantes, il y a même une grande université protestante. La persécution des jansénistes, la destruction de Port-Royal, c'est quelque chose que même Napoléon Bonaparte n'aurait pas osé, semble-t-il, qui était pourtant un homme qui aimait la police administrative. Bon, alors tout cela, ça va se traduire, évidemment, comme vous le dites très bien, le Concordat de François Ier, mais surtout la déclaration de 1682, qui est vraiment la charte du gallicanisme. Bon, or, il est évident qu'à ce stade, il ne peut pas y avoir de séparation, c'est une évidence, de l'Église et de l'État, ni encore moins une laïcité entendue au sens de neutralité religieuse, puisque les deux se nourrissent. Là, on est donc dans l'alliance, on est dans le nœud. On ne peut comprendre la séparation que si on a compris ce nœud. Or, l'alliance mimétique se brise, me semble-t-il, en 1789 et durant la décennie, parce qu'il faut prendre la décennie, 1789-1799. C'est pour moi l'année du dénouement. Et pourquoi je vais insister sur la Révolution? Parce que il ne faut pas mésestimer, comme c'est beaucoup trop le cas, hélas, du point de vue historiographique, la Révolution française, qui a connu son ère de gloire au bicentenaire, a tendance à s'effacer, me semble-t-il, dans les essais et dans l'historiographie. Il ne faut pas mésestimer l'importance de ce qu'on appelle la Révolution. Elle reste notre problème, pour citer Marcel Gauchet. Elle a échoué dans ses solutions immédiates, mais peu importe, les questions qu'elle agite restent les nôtres. Et donc, moi, je suis très attaché à la phrase de Mao Tzu, il faut retourner à l'école de la Révolution. Elle n'est, dans un mot, ni finie, ni rentrée au port. C'est la seule critique que j'adresserai à François Furet, dont je me suis beaucoup inspiré par ailleurs. Elle n'est pas finie par la Troisième République, la Révolution française. Elle inaugure, et je vais essayer de le montrer, elle inaugure quelque chose qui continue de s'écrire sous mesure. Bon. Et c'est pour ça que je vais insister principalement ici sur cette révolution qui se rêve. Retour, régénération, ce mot si nouveau. Il n'y avait pas de pensée de la régénération au XVIIIe siècle, contrairement à la pensée du libéralisme. Mais la régénération surgit en 1789. Ça reste un mystère, hein, je pense pour vous, autant que pour moi et pour beaucoup de personnes qui nous suivront. La révolution, elle se rêve donc retour, régénération et en même temps rupture, dans la mesure où vous-même, en excellent spécialiste de la Révolution française que vous êtes, vous soulignez l'importance de la Révolution et que vous lui aviez donc consacré votre avant-dernier essai. Le paradigme du débat sur État-Église, le paradigme de nos débats au sujet de la séparation et partant des rapports entre l'État et la religion prend naissance sous l'Assemblée constituante. Bon. C'est durant cette très courte période que se joue, je vous cite, parce que j'adore cette phrase, cette sorte de scène primitive, comme dit la psychanalyse. Donc il n'y a pas que Pierre Legendre qui fait référence à la psychanalyse, mais c'est vrai qu'il y a une scène primitive, me semble-t-il, sous la Révolution, et comme souvent on rejoue la Révolution à plusieurs périodes de l'histoire. Il y a une scène primitive, comme dit la psychanalyse, qui est significative pour comprendre certaines logiques répétitives de l'État en France et certaines révoltes qui s'en suivent contre lui. C'est ce que vous écrivez pour la Révolution française en faisant référence à la constitution civile du clergé. Je vais y revenir. Avec deux temps.
deux temps. Alors, je vais rappeler des choses sur la Révolution, puis je vais vous interroger en même temps, notamment dans le deuxième temps de ce que je vais vous dire. La Révolution va en effet, vous le dites très bien, je vous suis, hein, je suis d'accord avec vos développements, la Révolution va dans un premier temps absorber l'Église, c'est-à-dire qu'elle va l'étatiser, à supposer qu'il y a un État sous la Révolution française. Ce qui est discutable en présence de la nation souveraine. Bon. Or, c'est parce que cette absorption échoue, c'est parce que cette absorption qui devait rassembler et unifier divise, que brutalement, après la chute de Maximilien Robespierre, la Révolution opère une forme de séparation, dès la Convention thermidorienne, au profit d'une simple administration de la liberté des cultes, mais il y a une vraie séparation. Et on l'a oublié, elle dure 6 ans. Bonaparte la liquide, parce qu'il ne l'aime pas, et c'est un vrai temps du libéralisme. Enfin, est-ce un vrai temps du libéralisme? Je finirai sur ces interrogations. Le directoire a très mauvaise presse, le directoire est méprisé, oublié, on s'en moque. Le directoire, c'est l'âge d'or des libéraux aussi. Et ils sont au pouvoir. Donc j'ai des interrogations. Premier temps, l'absorption. Alors, absorber quoi? Absorber comment? Ou l'étatisation. Alors, vous consacrez tout un chapitre à la Constitution civile du clergé, qui, je le rappelle, était donc adoptée le 12 juillet 1790, pour dire combien la nation souveraine décide la mise sous tutelle du clergé. Bon, la chose est connue et on est tous d'accord avec ce que vous dites, ce que vous écrivez. Le clergé est fonctionnalisé puisque les diocèses dépendent du nouveau découpage départemental. Il y aura désormais 83 diocèses comme il y a 83 départements. Et surtout, les ecclésiastiques sont élus comme des agents publics auxquels ils sont assimilés. Ce sont même presque les premiers fonctionnaires si le mot n'était pas anachronique. Bon, or, cette révolution, elle ne se fait pas bien sûr contre l'Église, mais dans un but d'utilité sociale, d'instrumentaliser l'Église au profit de la nation régénérée, en l'occurrence. Bon. C'est à la condition d'une absorption donc complète de l'Église au pouvoir et surtout d'une absorption de l'Église aux principes nouveaux. En un mot, il n'existe plus de dualité, me semble-t-il, entre l'État et l'Église à ce moment-là. Parce que tout est régénéré. Et la nation, et l'Église, et c'est un lien substantiel, me semble-t-il, qui doit exister entre cette nation et cette Église. En tout cas, vous posez deux questions, et que je vais reprendre parce que je vais essayer d'y répondre moi-même à vos interrogations, et j'y répondrai pas forcément comme vous-même vous y aurez répondu. Je pense que vous sentirez ce qui n'est que nuance. Bon. Comment et pourquoi, d'une part, avoir détruit le corps autonome de l'Église? Première grosse question. Celle-là, il est assez facile d'y répondre, et vraiment, je suis d'accord avec ce que vous écrivez. Bon. Alors, deuxième question, là, je m'éloignerai peut-être un peu de ce que vous écrivez, en tout cas, ou alors vous ne répondez pas, peut-être que c'était un sujet qui ne pouvait pas être traité, en fait, et qui ne peut pas être traité. Cette sécularisation des institutions de l'Église, désormais civile, constitution civile du clergé, s'accompagne-t-elle d'un transfert de religiosité au profit de l'État? C'est ça la grande question, la question à laquelle on ne peut pas répondre, à mon avis. Ce dernier, l'État, légifère-t-il aussi sur les intérêts spirituels pour s'emparer de l'intériorité humaine, en quelque sorte au profit de l'État? L'individu réputé libre de croire devient-il, dès la décennie révolutionnaire, un individu étatisé dont la liberté serait par là même restreinte dès lors qu'on commence à vouloir s'emparer de son intériorité? C'est la question des sacrements, notamment. Bon, première chose, pourquoi détruire le corps autonome de l'Église par absorption? Alors, c'est le premier temps, je souscris à votre analyse d'une Église dans l'État, comme le disent les députés de la Constituante dès 1789. Mais est-ce vraiment ou seulement la poursuite du gallicanisme, comme vous l'écrivez en sous-titre? Il m'a étonné votre sous-titre. Constitution civile du clergé, poursuite du gallicanisme. Bon. Plusieurs arguments plaident, à mon avis, en faveur d'une rupture, tant le gallicanisme ne peut pas résister à la radicalité et à la régénération révolutionnaire. Alors, je vais essayer de plaider cette cause de deux points de vue, du point de vue des idées et du point de vue des réalisations immédiates. À mon avis, on est vraiment plus dans le gallicanisme. Bon, les idées, elles tiennent à l'arrière-plan politique. Que la constitution civile du clergé rompe unilatéralement avec le Concordat était l'évidence même, dans la mesure où la révolution se fait en amont, au détriment d'un roi de droit divin d'une part,
et au profit de l'uniformité de la société d'autre part, c'est-à-dire au profit de sa sécularisation. Bon, c'est en effet contre le roi, et non pas contre l'État et la souveraineté, qu'opère le 17 juin 1789. Or, le transfert de la titularité de la souveraineté depuis le corps concret et sacré du roi jusqu'à l'abstraction nationale raconte la confrontation de deux légitimités, la religieuse, la rationnelle, pour ne pas l'appeler la laïque. Il consacre, ce transfert de titulature, il consacre sans retour possible la défaite de la première, la légitimité qui est fondée sur le sacré, la défaite de la première au profit de la seconde, la légitimité par la raison. Ce sont la religion et l'histoire, mais surtout la religion, ce sont la religion et l'histoire qui fondaient l'altérité constitutive du roi. Ce sont la religion et l'histoire que refusent et même détestent absolument les constituants qui entendent légitimer la souveraineté en ne vouant un culte qu'à des idées ou à des abstractions immédiates. En plus, il faut que ça surgisse. C'est ça l'idée de la régénération. Si ça doit surgir comme une fontaine. La fête de la régénération de Jacques-Louis David. Bon. Si table rase il y a, son moment inaugural est bien celui où, sur la logique du chiffre, l'élection, de la représentation sociale, le tiers producteur de richesse, les députés captent la légitimité de tout pouvoir au nom de la nation. Le pouvoir s'institue donc ab novo. Rendre chaque chose nouvelle, pourrais-je tenté de dire, pour qualifier la dynamique révolutionnaire. Or, ce qui ne lasse d'être captivant, c'est que la régénération du politique s'accompagne immédiatement, et suivant un lien, me semble-t-il, de cause à effet, d'une régénération du corps social lui-même. Le corps unique de la nation ne saurait tolérer en son sein les corps de l'ancien monde renvoyés à l'expression d'ancien régime. Renvoyer les corps d'ancien régime, par conséquent, à une préhistoire, tant la Révolution ne voue un culte qu'à sa propre histoire et à ses propres principes. D'où son idée aussi de s'enraciner. La société inégalitaire et tripartite, dans laquelle la monarchie se reflétait, comme une sorte de miroir du prince, est balayée en une seule nuit, le 4 août 1789, par l'abolition des privilèges, ce sera le décret du 11 août. La nation une est aussi la nation uniforme. L'Église ne doit plus être un corps qui surplombe et se différencie. Horreur des corps, c'est le début de l'individu effacé. C'est tellement important cette idée de corps. Précisément, il n'y a qu'un corps sur la Révolution qui détruit les autres corps, qui voue une haine aux autres corps. L'Église n'est donc plus un corps qui surplombe et se différencie. Elle ne doit plus incorporer les sujets en présence de la nation, qui va, elle, révéler les citoyens. Les incorporer, je ne sais pas. En tout cas, les révéler. Bon. C'est ainsi que la destruction du corps physique de l'Église se joue pour l'essentiel bien avant l'adoption de la constitution civile du clergé. C'est dès l'automne 1789, bien sûr, par la mise à disposition des biens du clergé à la nation, que la constituante réussit l'absorption de l'Église, en même temps qu'elle assène son discours de détestation et de refus à l'égard de l'existence de tout corps qui ne serait pas celui de la nation. Bon, ce débat, il est connu, mais il est essentiel. Face à l'abbé Maury, qui défend très bien la personnalité morale de l'Église et l'argument historique, face à Maury, qui plaide donc la personnalité morale de l'Église, et veut alarmer les députés sur une réforme despotique qui viole la Déclaration des droits de l'homme, il le dit lui-même, eh bien, un juriste va répondre. C'est l'argumentaire de Jacques-Guillaume Touret qui est implacable. À l'état de nature dans lequel la Révolution plonge les hommes comme en un instant, dire Mirabeau à sa suite, il n'existe que des individus. La nation, qui est souverainement constituante au sens étymologique du terme, peut bien reconstituer son corps, le corps de l'Église, par élimination de tout ce qui lui fait obstacle, ou le corps de la nation par élimination de tout ce qui lui fait obstacle. Bon. Et c'est la fameuse phrase que j'adore citer, parce qu'elle est tellement parlante, de la fameuse phrase que tient Touret dès le 24 octobre 89, il dit en ce moment de régénération, les personnes, les choses, tout est soumis dans l'État à la nation, exerçant le plus grand de ses pouvoirs. Les corps n'ont aucun droit réel par nature, puisqu'ils n'ont même pas de nature propre. Et il ajoute, sans anéantir, il les menace, sans anéantir les ecclésiastiques, la loi pourrait détruire le corps du clergé, en ce sens qu'elle pourrait cesser de reconnaître les ecclésiastiques comme formant un corps. Et il conclut, le clergé a déjà cessé d'être un corps politique, ça c'est le 4 août. Le clergé a déjà cessé d'être un corps politique, il dépend encore de la loi qu'il cesse d'être un corps civil. Voilà la régénération révolutionnaire. Bon, il
ils vont pas avec le dos de la cuillère. Hein. Or, c'est dès ce débat d'octobre 1789, qui concerne le transfert des biens à la nation, que d'une part, les révolutionnaires incitent à renvoyer l'Église à sa pauvreté primitive. Jésus le sans-culotte, hein, c'est ce que ça deviendra, renvoyer l'Église à sa pauvreté primitive, et que d'autre part, comme l'exprime Mirabeau, ils entendent instituer un service public du culte, c'est Mirabeau qui emploie l'expression, sous contrôle et rétribution de la nation. Bon, ça c'est l'incorporation du corps. La messe est dite hein, avec la nationalisation, si je puis me permettre, la nationalisation des biens du clergé. Alors, il y a la question de, y a-t-il transfert de religiosité? Avec la laïcisation de l'état civil, qui est une loi qui est en général passée sous silence, elle est pourtant tellement importante, elle s'applique encore aujourd'hui, et elle est la loi de nos libertés, en fait. Avec la laïcisation de l'état civil, ce qui est la loi des 20-25 septembre 1792, et surtout, l'adoption du calendrier révolutionnaire, d'où ma blague pour commencer, qui n'est pas du tout une blague. 21 septembre 1792, il entrera en vigueur début 1793. Donc, état civil, calendrier révolutionnaire, la révolution régénère le temps même, la condition des personnes et le temps. Il est évident que l'État cesse d'absorber l'Église. Il s'en sépare une première fois brutalement. Or, pour ce faire, prend-il la place de l'Église? Légifère-t-il sur des intérêts spirituels? La réponse, à mon avis, est affirmative pour ce qui concerne le mode de constater l'état civil. Là encore, le débat commence dès l'automne 1789, comme par hasard. L'Église, en effet, refusait d'abdiquer sa compétence en matière de formation du lien matrimonial. Le mariage, notamment, c'est un contrat depuis les théories gallicanes, mais ça reste aussi un sacrement. C'est une matière mixte, comme disent les juristes type Potier. Contrat et sacrement. Or, la Constituante va être saisie d'une pétition qui va être une aubaine pour laïciser l'état civil. Elle est saisie, vous le savez, d'une pétition au sujet du comédien Talma, soutenu par les révolutionnaires. L'évêque refusait de délivrer une dispense de mariage à ce comédien, puisque, suivant les préceptes du droit canonique, les comédiens ne peuvent pas avoir accès au sacrement. Le débat est ainsi lancé à partir d'une pétition sur quelque chose qui regarde le droit canonique, donc des intérêts spirituels. Bon. Le débat est ainsi lancé qu'il ne sera tranché que dans le dernier jour de la législative. Il faut à peu près 2 ans de débat, tellement le sujet est délicat. Bon. Le débat est le suivant. Les registres paroissiaux doivent-ils être transférés aux municipalités afin de garantir à tous les citoyens ce droit fondamental qui garantit tous les autres, qu'est l'état civil? C'est la liberté par la loi. C'est ce que vous appelez le deuxième temps du libéralisme. Il y a le libéralisme de lutte, c'est l'Ancien Régime, et il y a le libéralisme par la loi. C'est le plus bel exemple d'état civil. C'est octroyer la liberté par la loi. Bon. Mais est-ce au détriment de l'Église? Et est-ce légiférer sur les intérêts spirituels? Bon. Si le débat dure près de 2 ans, c'est qu'il pose 2 difficultés. Une difficulté politique en premier lieu. Alors là, elle est très facile à comprendre pour ce qui concerne précisément les rapports entre État et Église régénérée. Dans un premier temps, sous la Constituante, les révolutionnaires refusent le transfert des registres. Ils doivent continuer à être tenus par le clergé constitutionnel si l'on ne veut pas armer le clergé réfractaire contre la Révolution. Puis il faut bien faire quelque chose de ce clergé régénéré. Donc on va continuer à lui confier la tenue des registres. Alors, la deuxième difficulté tient, elle est plus difficile à trancher, la deuxième difficulté tient au fait de savoir si l'État peut légiférer précisément sur des intérêts spirituels. Peut-il substituer au sacrement de simples formalités administratives? Baptême, pour l'essentiel, baptême, mariage et décès. Peut-il arracher le chrétien à sa condition pour le transporter vers une citoyenneté où l'individu reconnu par la loi n'est plus qu'une créature étatisée? Un ballot de paille, dira la réveillère Lépo sous le directoire. Vous avez un nouveau-né, vous l'amenez à la mairie et vous allez le jeter comme un ballot de paille sur même pas sur un autel, dit-il, et c'est pour ça qu'il veut, lui, une religion révolutionnaire, la réveillère Lépo, parce qu'il trouve ça terrible, cette créature étatisée. Non. Or, la Révolution va choisir, avec la loi de septembre 1792, de légiférer sur les intérêts spirituels, et donc de faire de l'individu une créature étatisée. Bon. Et la République naissante témoigne en 1792, elle est naissante en plus, elle opte pour le calendrier révolutionnaire et elle adopte cette loi. Bon, la République naissante témoigne qu'elle rompt avec l'Église.
Non seulement la municipalité, ce qu'on appelle la maison commune, à ce moment-là, la maison commune devient le lieu de la sociabilité en lieu et place de l'église paroissiale, mais ce qui permettra de déplacer les cimetières, d'ailleurs en toute bonne conscience, mais surtout le citoyen ne naît et ne meurt qu'en dehors de toute religion. Le citoyen naît au sein de sa municipalité, dit de mémoire Murer, lorsqu'il propose le texte définitif de la loi de septembre 1792. Bon. Donc, le citoyen est en dehors de toute religion. C'est un acte administratif qui l'institue et qui se substitue aux anciens sacrements. Bon. Et c'est à juste titre qu'en général, quand on l'enseigne aux étudiants, on parle de laïcisation au sujet de la loi sur l'état civil des 20-25 septembre 1790. Bon. Il ne s'agit pas de séculariser les sacrements, il s'agit de les ignorer. Ce qui fait une grande différence. Bon. Le droit civil, éminemment politique, enterre le droit canonique. Il s'en sépare brutalement, de mon point de vue. Il n'y a pas de mimétisme. Parce que les révolutionnaires sont libéraux. Ça peut sembler paradoxal. Cette loi, elle garantit des libertés, mais des libertés civiles, qui ne sont plus du tout des libertés, justement, religieuses. Bon, alors l'adoption du calendrier nouveau, qui est ce par quoi la République est fondée, et normalement la République devrait toujours avoir son calendrier révolutionnaire, si nous étions logiques. Bon. Le calendrier révolutionnaire, qui est ce par quoi la République est fondée, et inaugure un nouveau rapport au temps, témoigne dans le même temps et quasiment au même moment que les révolutionnaires brûlent leurs vaisseaux, à l'égard non seulement de l'Église, mais de la chrétienté. Ça me semble une évidence, mais je préfère la rappeler. Peut-on imaginer une réforme plus inouïe et en même temps plus logique au regard de l'impératif de la régénération? Le calendrier grégorien est considéré comme monstrueux et gothique. Je cite Rome dans les débats parlementaires qui sont absolument passionnants. Ce calendrier grégorien, c'est celui de la superstition contre le temps de la raison républicaine. Le temps mathématique et épris de sciences naturelles que va présenter Rome est volontairement areligieux. Il ne veut pas imiter le culte. Non. La dizaine, c'est la raison mathématique. C'est la dizaine, avec le décadi tout au bout, c'est la dizaine qui se substitue au temps biblique et à la semaine de 7 jours, et le dimanche est effacé. Enfin, quelle réforme quand même! On efface le dimanche, on efface 1000 ans de croyance et de pratique. Le dimanche est effacé au profit du décadi, jour de célébration, non pas de culte, mais de la Révolution. La Révolution se fête elle-même. Est-ce qu'une fête, c'est une imitation de la religion? Je pose la question. Non. Les saints sont jetés aux oubliettes, au profit, je vous l'ai rappelé tout à l'heure, des animaux, des plantes. Le premier 25, et en plus, ils ont de l'humour, puisque le 1er 25 décembre 1793, je le rappelle toujours à mes étudiants, est le jour du chien. Du chien. Voilà. Ça, je pense que quelqu'un a tenu la plume qui devait être très jacobin. Bon. Alors, précisément, au sujet de savoir si la Révolution légifère ou non sur la religion, vous rouvrez un vieux débat historiographique. Bon. De Michelet, vous le citez, vous en parlez dans le pauvre Michelet qui est triste que la Révolution française n'ait pas créé sa propre religion. Moi, de Michelet, et François Furet aussi dit le débat est décevant. Oui. Sa propre religion plutôt qu'inné. François Furet, il est dur aussi à l'égard des révolutionnaires. Il dit les débats sont faibles sur la religion. Oui. Moi, je crois. Je partage pas ce reproche qu'on fait à la Révolution. En fait, on leur dit les révolutionnaires auraient manqué d'audace ou de hauteur de vue en n'instituant pas une religion révolutionnaire. Alors, je simplifie à outrance. Bon. Or, ce débat n'est-il pas stérile? La République se fonde par rejet, puis en dehors de la religion catholique et chrétienne, parce qu'elle fonde un monde nouveau, qui se suffit à lui-même, où le politique rationnel ne doit plus rien à l'irrationnel de la religion. Par ailleurs, les révolutionnaires, même sous la terreur, ne peuvent ni ne veulent renier en théorie les libertés civiles, dont la liberté de culte. Et c'est d'ailleurs, et vous y insistez, et dans cet essai et dans l'essai avant, c'est ce qui va précisément inciter Maximilien Robespierre à faire décréter et l'immortalité de l'âme et le culte de l'être suprême, la fameuse fête du vin prairial en deux. Bon, alors les deux mesures, c'est très difficile à interpréter. Vous-même, vous le dites bien, la fête de l'être suprême, on est entre deux mondes en fait. Les deux mesures font encore débat 220 ans après leur adoption. Or, c'est au détriment, me semble-t-il, donc je ne vais pas revenir sur la fête de l'être suprême, il y a beaucoup de littérature là-dessus, et vous avez raison de la rappeler, c'est au détriment, me semble-t-il, des mesures relatives à l'adoption de l'état purement civil et du calendrier révolutionnaire. C'est pour ça que je voulais insister sur ces deux points. Bon.
Alors, vous y consacrez hein, la fête de l'être suprême. Le Maximilien Robespierre était débordé par la gauche. Il détestait l'athéisme comme immoral et il avait une vision utilitaire, évidemment, de la religion, en même temps qu'il était lui-même déiste, le grand dieu horloger à l'origine du monde. Bon, et il fallait moraliser la révolution. Il est déiste, mais il a une vision donc utilitariste de ce déisme. C'est la déesse raison hein, qui se substitue dans la fête à l'idole de l'athéisme. En 1794, ça sert à fonder et à légitimer, comme vous le dites vous-même, la République de la vertu. C'est en effet très important. Bon. Or, question, une cérémonie ou une fête politique, parce que moi j'appelle ça une fête politique, est-elle une religion? Elle est plutôt la religion du politique, vous citez Germaine de Staël, il me semble, de mémoire, qui a cette expression, la religion du politique. Or, en l'occurrence, cette religion du politique, c'est celle de l'État, puisqu'il s'agit en premier lieu d'inculquer la vertu aux agents publics, en vérité. Ceux qui, comme l'exprime Saint-Just, qui les détestaient, glacent la révolution. Ces agents publics qui n'exécutent pas révolutionnairement les lois révolutionnaires, on va les rendre plus vertueux, ils vont participer aux fêtes et aux cultes. Bon. Or, le constat que vous en tirez est évidemment que cet État qui éduque et force à la vertu n'est pas neutre, comme le voudrait un État laïque, c'est une évidence. La religion du politique, s'il s'agit d'une religion du politique, qui est celle en vérité de l'État, frappe comme une inquisition, j'aime beaucoup cette expression. Bon. L'État qui proclame en théorie les libertés est au quotidien donc, et va être au quotidien, un État éminemment illibéral, comme l'atteste la grande terreur de l'été 1789. Mais, cette fête de l'être suprême, vous le dites vous-même, elle ne fonde rien. Au contraire, elle défait le pouvoir. Elle clôt l'épisode du gouvernement révolutionnaire par le Grand Comité de Salut Public, la convention, qu'on va appeler la convention thermidorienne juste après, y voyant la manifestation d'une dictature personnelle exercée par Robespierre. Bon. Et là, on en arrive à la séparation définitive. Thermidor va être ainsi le commencement, un recommencement, pardon. Thermidor va être un recommencement dans cette révolution qui en a connu tant de recommencements, qui se lasse de toujours recommencer et qui voudrait bien finir une fois pour toutes, et surtout oublier. Finir et oublier. Bon, ça, c'est le fameux essai de Borislav Bako, Thermidor ou l'impossible oubli, qui est merveilleux. Alors, séparer comment? Là, je vais être beaucoup plus bref. Bon, ce recommencement de la Révolution, après la chute de Robespierre, se caractérise précisément par une liquidation, mais vraiment une liquidation hâtive, brutale, comme celle de la Révolution on a le secret, hâtive, brutale du problème par la séparation du religieux et du politique. S'éviter le retour à la terreur, désormais traumatisante pour plus de 100 ans, c'est renouer avec la véritable liberté du culte, mais alors en dehors de l'État. C'est donc dresser le constat d'un échec au sujet de la constitution civile du clergé, que la convention thermidorienne va liquider en catimini par 2 décrets, j'y reviens. Le premier est adopté peu de temps après la chute de Robespierre, il est stratégique le premier décret, et les révolutionnaires respirent et retrouve la liberté. Et donc c'est un décret libéral, là où le gouvernement révolutionnaire ne l'était plus. Le premier décret est donc adopté, c'est le décret du 2e jour, je le cite volontairement dans le calendrier révolutionnaire, du 2e jour des sans-culottides, puisque vous savez la dizaine ça ne marchait pas, il fallait toujours des jours de sans-culottides à la fin du calendrier. Le décret du 2e jour des sans-culottides en 2, c'est le 18 septembre, donc 1794. La Convention décide, c'est le plus bref, je cite, « La République française ne paie plus les frais ni les salaires d'aucun culte. » Aucun. Article 1er. Bon. L'Église est donc rendue une nouvelle fois à ses libertés primitives, puisqu'elle est pauvre, la pauvre. Elle est rendue à sa liberté primitive. Et ça va être l'objet d'un second décret, qui est celui du 3 Ventose en 3. Le Ventose, il y a du vent, c'est l'hiver, 21 février 1795. Alors ce décret de Ventose, après avoir rappelé que la République ne salarie plus le clergé, achève de désengager l'État. Je cite, « Ce dernier ne fournit aucun local, ni pour l'exercice du culte, ni pour le logement des ministres. » Article 3. Séparation radicale de la République et de l'Église qui s'accompagne d'une volonté d'éradiquer dans l'espace public les manifestations visibles d'attachement au culte. Et on oublie de le citer, cet article 7, parce qu'il nous gêne, je pense. Cet article 7, parce qu'on ne veut pas de l'héritage révolutionnaire, article 7 de ce décret de Ventose en 3, aucun signe particulier à un culte ne peut être placé dans un lieu public, ni extérieurement, de quelque manière que ce soit. Point.
Aucune inscription ne peut désigner le lieu qui lui est affecté, point. Aucune proclamation ni convocation publique ne peut être faite pour y inviter les citoyens. Éradication de l'Église et de ses signes dans l'espace public. Alors peut-être que Fouché a rédigé ce décret, puisqu'après tout, il avait déjà fait ça dans la Vienne avec ses cimetières où le sommeil était éternel et où il avait fait enlever toutes les croix. C'est très ambigu hein, comme mesure. Mais on est aussi au temps du libéralisme qui est en train de réapparaître. Les Boissy d'Anglas, les Donou, les Lanjuinais sont attachés à la liberté. Et donc on en revient ici à la question aussi lancinante que fascinante que vous posez. La séparation peut-elle être neutre en présence d'un espace républicain qui entend éradiquer les manifestations du culte catholique et ou chrétien? Bon, en effet, que deviennent les milliers d'églises, sans parler des cathédrales, qui sont des biens nationaux en présence de cette expulsion du clergé, en quelque sorte? Les églises doivent être des lieux vides qu'on va vendre, ou doivent-elles être réinvesties, comme au temps où les déchristianisateurs les érigeaient, à l'instar de la cathédrale de Nantes, en temple de la raison? Bon, la Convention thermidorienne et le Directoire vont fournir deux réponses contradictoires à cette question. Celle d'une religion révolutionnaire ultra-minoritaire, c'est-à-dire d'une religion qui va prendre la place dans les églises. Et en même temps, autre réponse, celle d'un simple culte à la République, majoritaire sous le Directoire, mais en dehors des lieux traditionnels du culte. Et ce sont des choses qui sont négligées en historiographie. Vous n'avez pas beaucoup traité dans votre essai parce qu'il n'y a pas beaucoup d'historiographie, me semble-t-il, mais qui sont essentielles. Ce n'est pas parce que ça dure peu de temps, chronologiquement, que ça n'est pas important. Parce que ce sont nos problèmes actuels, me semble-t-il. Bon, la seule véritable je vais être très bref, hein, j'ai presque fini. La seule véritable religion révolutionnaire, à mes yeux, c'est en effet celle du culte théophilanthropique, hein, Dieu ami des hommes, qu'est-ce que ça veut dire, qui est une religion de substitution par mimétisme. Là, on est vraiment dans une religion révolutionnaire. Or, moi, je trouve étonnant que l'historiographie ne soit pas tendre avec cette tentative de religion révolutionnaire. On la juge d'ordinaire grotesque et de peu d'intérêt. Bon, or, c'est un pur jugement de valeur à l'égard de ces pauvres théophilanthropes. Bon, cette religion, vous savez, elle est déiste, elle pose l'être suprême au fondement de tout, comme à la fin de la déclaration de Rollum de 89. Elle se veut une religion naturelle et rationnelle, sans clergé et sans faste. Là encore, on est dans une espèce d'église primitive, en quelque sorte. Non. Elle vise, bien entendu, là, une nouvelle fois, à l'utilité politique et sociale, tout en étant une véritable religion, puisqu'elle suppose un Dieu ami des hommes et parmi les hommes, à travers les éléments naturels, bon, et à travers les doux sentiments. Or, après le coup d'État de Fructidor, afin de désarmer les catholiques royalistes qui avaient gagné les élections législatives, cette théophilanthropie reçoit l'appui du pouvoir, hein, puisqu'elle reçoit l'appui d'un homme qui m'est cher, puisqu'il est angevin comme moi, c'est le directeur, la réveillère, l'épaule. Bon. Et quelques églises vont être consacrées à Paris au culte décadaire. Me semble-t-il, l'historiographie est muette actuellement sur ces faits théophilanthropiques qui ne sont plus étudiés par les historiens. C'est bien dommage. Bon. Mais ce culte, il va être ultra-minoritaire. Et puis en province, il a eu beaucoup de mal, si j'ai bien compris, à s'implanter. Mais là encore, il faudra que j'envoie des étudiants dans les archives. Ce culte est suspecté d'avoir réarmé les Jacobins, bien entendu. C'est parce qu'on fait amalgame avec le culte de l'être suprême. Non. Et les Jacobins gagnent les élections en 1797. Et donc, après le coup d'État de Floréal, le culte décadaire ne reçoit plus le soutien unanime du pouvoir et on renvoie la réveillère, l'épaule. Il n'empêche que le Directoire tente, vaille que vaille, de faire vivre le plus possible le calendrier révolutionnaire. Comme le dit François Furet, c'est le moment où on fait vivre le calendrier révolutionnaire, le Directoire. Bon. Or, ce calendrier révolutionnaire, il est plus neutre en apparence, parce qu'on ne peut pas le suspecter d'être une religion de substitution. Bon. Mais la fête révolutionnaire va battre son plein à travers quelque chose d'essentiel, c'est que l'État se surinvestit ses moyens pour administrer précisément le culte décadaire tous les 10 jours. Bon. Et on ne s'étonnera pas qu'en parallèle, le Directoire soit en même temps le temps de la réactivation du projet d'instruction publique qui, pour une fois, qui enfin aboutit avec la loi Bouquier. Il faut instruire par le culte décadaire, parce qu'il faut apprendre le calendrier républicain et les principes du calendrier républicain, mais qui n'est pas une église, qui n'est pas un culte, et en même temps, on va libérer par l'instruction, parce que c'est le retour sur le devant de la scène après les projets autoritaires de la Convention. C'est un projet plutôt libéral
que le projet Bouquier du directoire. Donc en théorie, la liberté de culte et la liberté de l'instruction sont garanties. Mais l'État déploie tous les moyens administratifs en sa possession pour imposer et un culte civique officiel et une instruction en dehors de l'influence de l'Église. Donc cet État, il se veut libéral, il ne veut pas refaire une Église, et en même temps, il impose un modèle unique, un uniforme. Et donc, je serais tenté de dire en conclusion, tout est-il joué avec la Révolution française? Voilà, parce que c'est à ça que je voulais en venir. Est-ce que toutes les questions ont été posées et tous les problèmes résolus par la Révolution française, c'est-à-dire l'impossibilité française, parce que c'est toujours la question du libéralisme, l'impossibilité française des libertés. Quelle liberté? Alors oui, avec la Révolution française, tout est joué pour les libertés de corps. Il faudra attendre la loi sur les associations de 1901 pour que vraiment on accepte à nouveau que la société fasse corps. Cette loi de 1901 qui est votée notamment avec des arrière-pensées contre l'Église, évidemment. Qu'en est-il de la liberté des individus dans leurs croyances et dans leur accès au savoir? Nous ne sommes... En un mot, l'État neutre est-il libéral? En théorie, il l'est, dans cette courte respiration, de mon point de vue, entre la chute de Robespierre et la trahison de la Révolution par Bonaparte. J'emploie volontairement le mot trahison, parce que, d'abord, la Constitution de l'an 8 renie les principes démocratiques, et le Concordat revient sur cette liberté de culte, et réactive l'Église, en fait, par cynisme, par utilité sociale. Voilà, c'était les questions que je souhaitais, les interrogations que je souhaitais vous soumettre. J'ai sans doute été trop long. Je vous remercie de votre attention. Merci.